Et tout de suite, on accueille sur Sud Radio l'invité d'André Berkoff, Laurent Chalard, géographe et membre du Centre européen des affaires internationales. Pardonnez-moi. Laurent Chalard, bonjour. 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 Alors, vous êtes géographe et je suis effectivement très heureux de vous recevoir parce qu'on parle beaucoup santé, on parle stratégie, on parle politique, on parle social. Et la France se dit beaucoup, se décrit beaucoup, se révèle beaucoup, se dessine évidemment grâce et par sa géographie. Et récemment, on l'a vu d'ailleurs le partage du déconfinement, par exemple, entre France verte et France rouge, etc. Et je voulais vous demander, au géographe que vous êtes, Monsieur Chalard, qu'est-ce qu'a révélé ou qu'est-ce que ça vous a apporté de plus par rapport à ce que vous connaissez déjà, cette espèce de répartition? On a parlé des clusters, on a parlé des lieux du Grand Est, du Nord, de la région parisienne, etc. Par rapport à cette espèce de pandémie, ou en tout cas de tsunami arrivant comme ça, sans crier gare. Et qu'est-ce que ça révèle par rapport à notre France? Objectivement, je pense que pour un géographe, ça révèle pas grand-chose de nouveau, dans le sens que vous avez la répartition géographique de la diffusion d'un virus, elle est essentiellement liée à des facteurs qui sont le hasard. Un facteur de hasard, un rassemblement évangélique dans le Haut-Rhin. On ne sait pas trop dans l'Oise ce qui s'est passé, si c'était une origine de la base aérienne, ou si c'était lié à l'aéroport de Roissy. Mais en soi-même, ça ne nous apporte pas grand-chose sur la géographie du territoire français, puisque on peut pas ramener, comme certains ont osé le faire, entre guillemets, la carte qu'on a du virus à des facteurs de l'histoire de la géographie française. Oui, mais on peut ramener peut-être à des facteurs de zones très peuplées et des zones moins peuplées. Oui, alors effectivement, on a la question de la densité. Par définition, plus on a un territoire dense, plus on a des populations qui sont en contact avec les autres, et plus vous avez un virus qui peut circuler. Mais cependant, ça ne se vérifie pas uniquement par la densité, puisque si vous regardez dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, jusqu'ici, on a eu un virus qui a peu circulé, alors qu'on est quand même dans une des régions les plus denses de France. Donc il n'y a pas une corrélation exacte. Oui, de cause à effet, c'est très vrai. Tout à fait, mais justement, Laurent Chalard, que nous dit aujourd'hui la géographie de la France avec effectivement ces zones, vous savez, pour revenir, alors quittons le coronavirus, en tout cas ne restons pas dans l'actualité, mais parlons un peu de tout ce qui passait, exode rural, tout ce qui s'est passé dans tous ces mouvements de population depuis d'ailleurs très longtemps, enfin, tout ça n'est pas nouveau, depuis des décennies, voire des siècles. Mais que nous dit aujourd'hui la géographie de la France telle qu'elle se présente? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis plusieurs décennies, on a une métropolisation qui se dessine, c'est-à-dire qu'on a une concentration de la population et des emplois, en particulier les emplois les plus qualifiés dans les grandes agglomérations du pays, au détriment du reste du territoire. Et ça a été concomitant de la désindustrialisation. C'est-à-dire que la désindustrialisation, elle a touché avant tout les campagnes et les petites villes et les villes moyennes. Et ça a été problématique. Et ces dernières années, on parlait d'hyperconcentration urbaine. Par contre, ce que nous a un peu appris la crise du coronavirus, indirectement, c'est que cette hyperconcentration, elle est peut-être problématique dans le sens qu'on peut pas tout avoir tout au même endroit, mais surtout qu'on n'a plus d'industrie. Et je pense que le gros problème aujourd'hui de la France, c'est le fait qu'on a plus beaucoup d'industrie et que tous les territoires où il y avait l'industrie, ils n'ont pas été soutenus et l'industrie s'est effondrée. C'est effondré, on le voit bien. D'ailleurs, on voit bien le manque de munitions, je parle sanitaire, dans un certain nombre de domaines. Mais dites-moi le paradoxe par rapport à ça. Vous dites que les villages, etc., ont été le plus affectés par la désindustrialisation. Et vous voyez, dans mon âme naïve, je pensais, c'était un cliché peut-être, que je pensais que les industries étaient justement dans les endroits les plus concentrés, ou près des villes, etc. Justement, c'est une idée reçue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on analyse la répartition des emplois industriels en France,
on se rend compte qu'ils sont surreprésentés dans les zones rurales et dans les petites et moyennes villes. Donc vous voyez, c'est complètement contre-intuitif parce que quand on pense à zone rurale, on pense à agriculture. Alors bien évidemment, l'agriculture est surreprésentée dans les zones rurales, mais elle emploie bien souvent beaucoup moins de monde que l'industrie. Et puis il faut penser à l'industrie agroalimentaire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en Bretagne, vous avez beaucoup plus de monde employé dans l'industrie agroalimentaire qu'à proprement parler dans l'agriculture. Oui, c'est ça, oui, et ça change complètement, effectivement, la physionomie. Laurent Chalard, restez avec nous, on va explorer tout cela après une petite pause, à tout de suite. Et nous continuons la conversation, notre face avec Laurent Chalard, qui est géographe. Et Laurent Chalard, justement, on va parler peut-être, non pas sur le long terme, mais depuis des décennies. Et il y a deux questions que je voudrais vous poser, enfin deux questions, la même en fait. Qu'est-ce qu'a donné ces deux pôles, un organisme qui, à un moment donné, c'était l'ardente obligation du plan, et c'était la DATAR. La DATAR, l'aménagement du territoire. Et qu'est-ce qu'on en a parlé pendant des décennies. Et puis, depuis 82, la décentralisation, la fameuse, la sacro-sainte décentralisation. Et on a vu aujourd'hui que quand même, les Jacobins par rapport aux Girondins, les Jacobins continuaient à tenir le très haut du pavé. On l'a vu avec la pandémie, avec l'épidémie du coronavirus. Alors, qu'est-ce que ça en est? Cette France-là, elle a changé vraiment complètement ou en fait, pas du tout? Ce sont des oripeaux et la réalité reste la même. Cette France, elle a vraiment changé parce que quand vous me parlez de la DATAR, vous me parlez vraiment d'une autre époque. Vous me parlez de l'époque des Trente Glorieuses, on va dire même jusqu'à la fin des années 1970, où l'État était tout puissant et où c'était l'État qui décidait où est-ce que les industries allaient s'implanter sur le territoire français. C'était avant que le libéralisme économique s'impose. C'est-à-dire que c'était à l'époque, vous aviez un État dirigiste. C'était le modèle gaulliste, d'une certaine manière. À partir des années 1980, vous avez le modèle libéral qui s'est imposé en France, dès 1983. Grâce aux socialistes, d'ailleurs. Oui, tout à fait, sous Mitterrand. Puis après, sous la droite, sous Chirac, en particulier entre 86 et 1988. Et donc, quand le libéralisme économique s'est imposé, on a considéré qu'il n'y avait plus besoin d'aménager du territoire. Finalement, c'est le marché qui fait la loi. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand le marché fait la loi, en fait, vous avez les inégalités qui explosent. Parce que vous êtes plus dans une logique d'aménagement équilibré du territoire, mais vous laissez faire. Donc le laisser faire, il a conduit à quoi? Il a conduit à ce que des territoires soient de plus en plus dynamiques, et inversement, que d'autres territoires déclinent de plus en plus. Donc les territoires qui avaient la malchance d'être spécialisés dans des activités qui étaient peu porteuses, ils ont totalement décliné sans qu'à côté, on trouve de moyens de les relancer. Ah oui, c'est-à-dire on a laissé faire, ça a été vraiment le laisser faire, laisser aller. La loi du marché qui prime, quoi. Oui, alors on a fait quelques actions cosmétiques comme les pôles de conversion en 1986 pour les chantiers navals, par exemple la Ciotat, la Seine-sur-Mer, mais ces pôles de conversion, ils n'ont rien donné. À l'arrivée, tout le monde s'est retrouvé sur le carreau sans aucun emploi. Et je vais vous donner quand même l'exemple de la Ciotat qui est très intéressant parce que quand on ferme le chantier naval en 1986, donc on licencie du jour au lendemain plusieurs milliers de personnes, je ne sais plus exactement le nom, et donc surtout on met fin à l'outil de production. Et puis, 10, 15 ans après, on s'est rendu compte que finalement, à la Ciotat, on pouvait faire des bateaux de plaisance. Et donc, on a relancé un chantier naval, mais finalement pas à partir réellement de l'ancien chantier naval, mais c'est un nouveau lié à la plaisance. Donc là, on voyait bien que, au lieu de fermer tout de suite, on aurait pu maintenir l'outil de production en le faisant tourner à minima pendant quelques années, plutôt que de tout fermer, de plonger des milliers de personnes dans la misère. Et ça, on l'a vu partout au niveau des usines sidérurgiques. La plupart ont été fermées du jour au lendemain. Pensons aussi à la faillite de Creuse-Loire en 1984. Et il y a vraiment eu un choix qui a été fait dans les années 1980 de s'aborder l'industrie lourde française au profit du tertiaire qui était perçu comme le seul futur possible et souhaitable. L'horizon indépassable de notre temps, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et contrairement à ce qu'ont fait les Allemands.
C'est-à-dire que les Allemands, eux, ils ont choisi de maintenir une industrie. Alors bien évidemment, en faisant des investissements, en se spécialisant dans des niches et en insistant sur la qualité de la production. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie française, elle souffre d'un gros problème, c'est qu'à l'international, le Made in France, en dehors des produits de luxe, il n'est pas perçu comme de très bonne qualité. Prenons l'exemple des voitures. Ce que je vais dire va peut-être pas faire plaisir, mais les Peugeot et les Renault à l'international, c'est pas l'équivalent des Volkswagen. Il faut s'en rendre compte. Et ça aussi, ça joue un rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout joué sur la qualité et en plus, on a sabordé une grande partie de notre outil de production. Mais alors comment vous expliquez ça? Je ne demande pas de devenir tout de suite psychiatre ou psychologue, Laurent Chalard, mais quand même, c'est étonnant quand même, parce que vous dites très bien pour la Ciotat, avec l'exemple de la Ciotat, ils auraient pu conserver une activité peut-être très réduite ou en sourdine et autres, et au moins quand le marché des bateaux de plaisance est revenu en force, eh ben ils auraient utilisé la même chose. Là, ça a été un peu partout la politique du vide, quoi. On ferme tout, on arrête tout, on nettoie au Karcher, hein, pour reprendre une expression connue en d'autres temps. Alors, je pense qu'il y a vraiment une question mentalisée. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France, les politiques sont faites par les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, par définition, sont pas des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise. Donc, ils ont une vision qui est plutôt orientée vers le tertiaire. C'est-à-dire que pour un haut fonctionnaire, le tertiaire, c'est l'horizon indépassable du futur. C'est pas la sidérurgie, le textile ou les chantiers navals. Ça, c'est pas négligeable à prendre en compte. C'est extrêmement important. Parce que, par exemple, en Allemagne, quand vous regardez les grandes entreprises de chimie, par exemple, ils ont encore de très grandes entreprises en chimie, comme BASF, à Ludwigshafen, à côté de Mannheim. Quand vous regardez les dirigeants de BASF, c'est tous des gens qui ont des doctorats en chimie, en physique. Donc en gros, ce sont des spécialistes. Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui connaissent l'outil du travail. Et ça, en France, ça a beaucoup joué. Et le deuxième facteur aussi qui a beaucoup joué, mais qui finalement est probablement lié, c'est la sous-valorisation des métiers manuels. C'est-à-dire qu'en France, on a eu l'obsession de monter tout le monde, les générations au bac, 60% de reçus au bac pour une génération, puis après de faire monter les gens dans les études supérieures. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que finalement, il fallait que tout le monde finisse par travailler dans les bureaux, mais que travailler dans une usine, c'était considéré comme un sous-métier pas intéressant, contrairement par exemple à la Suisse. C'est-à-dire qu'à la Suisse, vous avez l'apprentissage. En Suisse, vous avez plein de jeunes qui font apprentissage et vous avez même eu il y a quelques années un président de la Confédération helvétique qui lui-même est issu de l'apprentissage. Vous imaginez un président de la République française issu de l'apprentissage? Ah oui, ce serait un miracle, mais lourd d'à côté, ce serait rien. Oui, ça c'est clair. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une question de mentalité, donc à la fois liée à l'adoption du modèle libéral, mais au-delà sur une forme de dévalorisation de l'industrie et plus globalement de la culture ouvrière en France. On le voit bien, pendant très longtemps, on a fait la tabula rasa sur le passé ouvrier, et même sur le patrimoine industriel. Je ne sais pas si vous connaissez la plaine Saint-Denis à côté de Paris. En plaine Saint-Denis, pourtant dirigée par des mairies communistes, donc a priori plus proches du monde ouvrier, elles ont fait une tabula rasa totale sur le plan urbanistique des anciennes usines. Vous n'avez plus que des bureaux sans âme. Et on a tiré un trait sur le passé. Absolument. Des bureaux et des studios de télévision. Absolument. Voilà, tout à fait. Et de cinéma. Non, c'est assez délirant ça, et ça montre très très bien ce que vous avez dit. C'est d'ailleurs, on revient toujours à ça, c'est que c'est dirigé par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le primaire, le secondaire. Ils ne connaissent que le tertiaire, et ça prouve ce que ça prouve, quoi. Ouais. Oui, et puis il y a vraiment une sorte de hiérarchie entre les différents secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la perception que le tertiaire, c'est supérieur au reste. Et donc c'est moins important. Et en plus, merci Laurent Chalard, Oui, pardon, allez-y. Non, vas-y. Ouais. Non, on se retrouve juste après les infos et on continue avec les auditeurs de Sud Radio qui ont évidemment et sûrement beaucoup de questions à vous poser. À tout de suite. Et je rappelle que notre invité Laurent Chalard est géographe au Centre européen des affaires internationales. 0826 300 300. Est-ce que vous habitez dans une zone rouge, une zone verte? Est-ce que vous êtes surpris que le virus y soit plus virulent chez vous qu'ailleurs? Vous venez nous le dire, ça fait partie des questions qu'on peut vous poser entre 13h et 14h. On se retrouve juste après les informations sur Sud Radio. Qui gouverne la France?
qui est à la fois administrateur et désindustrialisateur. Effectivement, quel secteur nous concerne et quel pays nous habitons? Nous en parlons avec Laurent Chalard, avec vous, auditeur du Sud Radio. Laurent Chalard, une question. On a parlé donc de la data, de l'ardente obligation du plan et de l'aménagement du territoire. Effectivement, c'était tout temps des temps glorieuses, mais on a vu tout ce qui a disparu, tout ce qui a été rayé et tout ce qui aujourd'hui essaie de s'implanter après, effectivement, une politique, je ne dirais pas de la terre brûlée, mais peut-être quelque part d'une certaine industrie brûlée. Et la décentralisation, qu'est-ce que ça a apporté? Si on avait à résumer cette entreprise qui est aussi des années 80, qui date des années 80. Alors, la décentralisation, ça partait d'un constat qui était intéressant, c'était quand même de dire, bon voilà, on a l'hérité d'un État aménageur pendant 30 ans, mais cet État aménageur a parfois fait des choix qui n'étaient pas toujours justifiés, parce que c'était des choix perçus comme technocratiques, venant d'en haut. Donc on s'est dit, si on donne un peu plus de pouvoir aux territoires, ils vont pouvoir eux-mêmes mener des politiques plus adaptées à leurs besoins. En fait, on se rend compte que cette politique elle répondait surtout à la logique du libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme, c'est la mise en concurrence des territoires. Donc, qui dit mise en concurrence des territoires, donc effectivement, on va donner un petit peu de pouvoir aux territoires, mais après, qui se débrouillent entre eux à celui qui arrivera à s'en sortir, ou inversement, qui s'en sortira pas. Donc, ce qui fait qu'on voit qu'on a des territoires qui ont bien su tirer parti de la décentralisation. Et je pense par exemple à la région Bretagne, qui est un modèle d'une région qui était plutôt perçue négativement au début du XXe siècle. Je rappelle Bécassine. Bécassine, c'était le modèle de la Bretonne russe, arriérée, un peu bête, pour devenir aujourd'hui une région en pointe sur le plan de l'industrie agroalimentaire en particulier, même si le modèle est un peu remis en cause parce qu'il y a des pas très soutenable sur le plan écologique, donc rien n'est parfait, mais tout du moins, on a quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant et surtout à s'emparer de la décentralisation. Par contre, vous avez d'autres territoires où la décentralisation, elle a plutôt renforcé certains potentats locaux qui sont restés au pouvoir pendant 40 ans. Vous avez des territoires en France, vous avez des maires ou des députés qui sont là depuis 40 ans et qui ne font strictement plus rien, et surtout que ça a entraîné une forme de fatalisme. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui, suite à la désindustrialisation, ont été gagnés par une forme de sinistrose, ce qui fait que vous avez des élites locales qui sont plus du tout en capacité de relancer une dynamique, parce que quand ils étaient jeunes, ils ont connu l'industrie florissante, et aujourd'hui ils sont vieux et ne le prenaient pas mal. Ils ont baissé les bras, vous voulez dire, ils ont laissé les bras, Laurent Chalard? Oui. Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Et d'ailleurs, on voit que dans ces territoires, les seuls qui arrivent un peu à s'en sortir, c'est quand vous avez des élus plus jeunes qui, justement, comme ils sont plus jeunes, ils n'ont pas connu l'avant. Et donc, pour eux, ils connaissent l'aujourd'hui, l'actuel. Et donc, ils veulent sortir leur région du marasme. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que, heureusement d'ailleurs, il y en a qui le font, mais c'est pas généralisé, c'est pas partout. Et puis souvent, il faut mettre fin au contrôle politique préexistant. Ça veut dire que quand vous avez des territoires qui ont été tenus pendant 60, 80 ans par le même parti, vous êtes obligé, si vous voulez avoir un renouveau, de voter pour des gens qui appartiennent à notre parti. Sinon, vous n'avez pas de renouveau. Des féodalités. On va en parler avec nos auditeurs. Jean-Marie, on vous attend, on vous écoute. 0826 300 300. On retrouve André qui nous appelle de Colmar sur Sud Radio. Bonjour André. Je voulais vous parler rapidement de deux choses, les médailles Pipo, je dis bien médailles Pipo, et la préoccupation visiblement d'une infime partie de la population, les élections municipales dont 99% de la population n'a rien à foutre. Je commence par les médailles, je trouve que c'est une honte, mais c'est une véritable honte. On donne des médailles qui sont même pas en argent ou en or, c'est de la tôle ou de l'acier, c'est-à-dire que ça vaut rien du tout, enfin ça vaut quelques euros en valeur vénale, à des gens qui ont risqué leur vie, qui ont risqué leur existence, et dont certains sont morts d'ailleurs, des médecins, des infirmiers, des femmes de ménage à l'hôpital. Moi j'étais 2 fois à l'hôpital, pas récemment, mais pour des problèmes gastriques il y a quelques années, mais on oublie de parler des femmes de ménage. Si la chambre n'est pas nettoyée 2 fois par jour, il peut y avoir aussi des bactéries qui s'installent, ou des saloperies qui s'installent.
s'installe. Donc, à ces gens-là qui ont pris des risques considérables pour leur existence, on donne des médailles, mais absolument pipeaux. Un de mes amis avec qui on rigolait un tout petit peu, on disait, ils auraient mieux fait de commander à un grand artisan chocolatier des vraies médailles en chocolat avec des fèves de cacao de grande qualité. Au moins, ça aurait laissé des bons souvenirs. Mais certainement pas des médailles de pacotille, des médailles de pacotille. Et je suggérais que tous ces gens, hauts fonctionnaires ou acteurs qui reçoivent des décorations prestigieuses, eh bien, même si le titre reste attaché à celui qui l'a reçu, moi j'ai une suggestion à faire à deux acteurs énormes, âgés aujourd'hui, Claudia Cardinal et Jean-Paul Belmondo, qui ont été faits grand officiers, c'est-à-dire le 4e stade de la Légion d'honneur, à l'Élysée, des mains du président de la République il y a quelques mois. Eh bien, moi je peux suggérer par exemple à Jean-Paul Belmondo, à Claudia Cardinal, d'envoyer leur médaille à un infirmier ou à une femme de ménage d'hôpital, même s'ils ne seront évidemment pas pour autant grand officiers. Ils auront au moins la médaille chez eux et ça sera certainement au moins aussi mérité. La deuxième chose qui me fait réagir, dans un tout autre style, c'est l'acharnement de ces élections municipales. Il y a des élus qui disent ça peut attendre septembre. En général, c'est les élus plutôt très à gauche ou très à droite. Je pense à Marine Le Pen ou à Monsieur Mélenchon. Et puis, il y a les élus de la droite traditionnelle, et dans une certaine mesure aussi de République En Marche, qui disent non, il faut en finir. Il y a les commandes publiques, etc. Enfin, tous les arguments sont bons. C'est vraiment pas le souci de l'écrasante majorité des Français. Quand je vois la maire de Paris et le maire de Nice, donc la première et la 5e plus grande ville de France, qui signent une tribune hier dans le JDD pour dire c'est urgent, on confine la démocratie. Mais enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On sait qu'au premier tour, au mois de mars, il y a des gens qui ont été atteints par le coronavirus dans le cadre des élections, des assesseurs notamment, qui ont été assis au bureau de vote pendant 7, 8, 10 heures d'affilée. On le sait, c'est sûr et certain. Oui. Alors on va recommencer avec les mêmes risques et faire courir des risques à des assesseurs ou à des électeurs d'ailleurs aussi. Et en plus, on tronque complètement le résultat de l'élection. Parce que oui. C'est vrai, non, André, juste un moment. Objection, votre honneur. Je vous écoute. Maintenant, vous savez très bien, non, vous savez très bien aussi qu'il y a beaucoup de villes, il y a des villes peut-être où c'est pas très important, mais il y a des villes, effectivement, ça dépend, vous savez très bien que le facteur humain joue, et la gestion d'une ville, elle dépend aussi de la personnalité qui est là. Ce n'est pas du tout la même chose, et franchement, là, aujourd'hui, je ne sais pas si ça doit être en juin ou septembre, mais 99% des Français, je peux vous dire, ne s'en foutent pas dans un certain nombre de villes où quand on voit l'état actuel de la ville, je pense notamment à Paris, il y a des choses à faire et je ne veux pas prendre parti publiquement, c'est pas mon rôle, mais enfin quand même, mais il n'y a pas que Paris, si vous voulez. Le problème, c'est que vous avez quand même les maires, d'ailleurs, ce sont les seuls qui ont réchappé à l'opprobre public. Ils ont encore une certaine dose je dirais, de prestige, ou en tout cas, je ne dirais pas d'admiration, mais en tout cas d'estime, parce que c'est la proximité. Donc, André, on peut pas dire que tout le monde s'en fout. C'est très important de savoir, dans un certain nombre de villes de France, qui va être élu. Parce que, en fonction de qui va être élu, et quelle équipe il aura autour de lui, vous le savez très bien, ou d'elle, vous savez très bien que les citoyens de la ville, les administrés, ne seront pas du tout les mêmes, enfin ne seront pas du tout ravis ou pas. Dans beaucoup de villes, le maire sortant est réélu. Je prends le cas de Monsieur Estrosi, il a frôlé les 50% au premier tour. Il lui manquait pas grand-chose pour être élu au premier tour. Je prends Monsieur Estrosi, mais il y aurait bien d'autres exemples. Mais c'est l'exemple que j'ai en tête là, puisque c'est la 5e plus grande ville de France, donc c'est quand même une masse électorale très importante. Nice, vous avez, on sait que c'est lui qui va être élu, ou alors il faudrait vraiment un renversement pharaonique pour qu'il ne le soit pas. Et donc de toute façon, l'équipe municipale sera sensiblement la même. Il y aura peut-être une tête d'adjoint ou de conseiller municipal qui changera, mais grosso modo, 80% de la liste est la même que celle d'il y a 6 ans. Donc, je crois que, bien sûr, c'est pas qu'on s'en fiche, mais que ça ait lieu en juin ou en septembre, je suis convaincu que c'est pas ça qui est fondamental pour un électeur lambda. On verra ça. Merci en tout cas. Merci André. Juste un mot, Laurent Chalard, le maire. Est-ce qu'il joue toujours enfin, on va pas généraliser. Là aussi, évidemment, on va pas comparer des communes de 300 habitants et des communes de 300 000 habitants. Mais c'est vrai que le maire a surnagé un tout petit peu à la propre sur la politique et la représentation politique, non ?
Oui, effectivement, surtout dans les petites communes, parce qu'en fait, dans les petites communes, vous avez une proximité certaine entre le maire et ses administrés. Vous le connaissez, le maire. Vous pouvez avoir un rendez-vous et le maire, il peut vous rendre des services. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un service, vous lui demandez et éventuellement, il peut vous le rendre. Par contre, dans les grandes métropoles, c'est beaucoup moins vrai parce que vous avez, il est inaccessible, le maire, dans les grandes métropoles. Donc là, je pense pas que dans les maires des grandes métropoles est une image très bonne. D'accord. Un autre auditeur, Jean-Marie. Absolument, André. Alors juste une parenthèse, André. André qui nous appelait de Colmar nous parlait de deux grands acteurs qu'il a évoqués, qui étaient Claudia Cardinal et Jean-Paul Belmondo. Sachez qu'un autre grand nom du cinéma français vient juste de nous quitter. Il s'agit de Michel Piccoli qui s'est éteint à 94 ans. Et l'information vient de nous parvenir sur Sud Radio à l'instant. 0826 300 300. Pierre nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors je vais essayer de revenir au sujet là qui était soulevé avec votre invité géographe. Alors bon, c'est intéressant de voir s'il y a un rapport entre désindustrialisation et décentralisation. Hein. J'étais banquier dans ces années-là. J'ai vu beaucoup de dossiers passer dans les domaines des services, l'agriculture et l'industrie. Et à mon avis, il n'y a pas de rapport entre les deux. Hein. La désindustrialisation française, elle est principalement due à un problème de coût du travail en fait. Hein. Et l'intervention de l'État, en fait, elle n'a pas du tout cédé. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'avait voulu dire votre invité, là, mais je ne suis pas forcément d'accord avec lui, même si je respecte beaucoup son travail. La dénationalisation a abouti à une concentration, mais quand il y a eu les dénationalisations, l'État n'a pas perdu du tout son pouvoir, hein, parce que il y a un certain nombre de groupes industriels qui sont restés dans les mains de l'État, directement ou indirectement, et qui ont abouti à des catastrophes économiques. Je pense par exemple à Rhodia, quand vous parliez de la chimie. Le président qui était avant directeur financier, Tirouflet, a fait beaucoup parler de lui, et on a vu disparaître en fait des acteurs importants de la chimie française. Et il ne faut pas oublier aussi que cet interventionnisme de l'État, il s'est fait aussi à travers la PAC. Alors par exemple, la PAC, vous avez tous les territoires, bien sûr, ne peuvent pas se développer harmonieusement. Il y en a qui vont mourir. On pense à la Lorraine avec la minette de Lorraine. On n'imagine pas soutenir les bassins miniers de la Lorraine ad vitam aeternam. Mais il y a des endroits où la PAC ne pouvait pas, il n'y avait pas d'intervention. Hein, et par exemple, je pense à des zones comme le Vaucluse où il y avait des gens qui se débrouillaient très bien avec des cultures locales comme la lavande. Mais comme c'était pas une culture d'intervention, ces gens-là sont passés, par exemple, au blé, dans des endroits où il y avait des rendements minables, et donc on a abandonné les poutres, on a abandonné les vergers, etc. Et aujourd'hui, on se trouve, pour cette raison, avec des importations énormes en provenance d'Espagne. Donc, si vous voulez, ne pas laisser le marché, entre guillemets, hein, je dis le marché, entre guillemets, et les territoires se développer harmonieusement et vouloir intervenir à marche forcée avec des prix, avec des encadrements, avec des régulations, on aboutit à des aberrations totales. Et vous avez raison sur le fait, je pense que les énarques d'aujourd'hui, les gouvernants d'aujourd'hui sont plus attirés par les services que par l'industrie, effectivement, auxquels ils ne connaissent rien, et c'est pas en ayant travaillé avec eux de près dans certains domaines que je peux le confirmer. Souvenons-nous d'usines Ors, Sacilor, etc. Non, mais c'est très Donc en fait, il y a Non, je comprends. Ce que vous dites, non, mais c'est très clair. C'est-à-dire que il faut pas non plus jeter le marché avec l'eau du bain, parce que effectivement, quand on laisse les gens peut-être quelquefois se débrouiller, c'est cet équilibre extrêmement difficile de garder entre effectivement la liberté des gens et des organisations, et puis l'étatisme justement de hauts fonctionnaires qui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'industrie ou de ce que c'est que peut-être souvent l'agriculture d'ailleurs. On en parle après ceci. À tout de suite, merci. Et effectivement, quelle France et comment la gouverner? On est au cœur effectivement du problème avec le géographe Laurent Chalard et les auditeurs de Sud Radio. Pierre justement nous a expliqué ce qu'il en pensait. Alors Laurent Chalard quand même, effectivement, est-ce que quelque part l'État et le tout État qui s'occupe de tout, c'est quand même pas mal qu'il y ait une dose de marché. Il donnait des exemples, notre ami banquier Pierre. Et est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un juste équilibre à trouver entre les deux, au lieu de choisir, non, le méchant libéral et le bon étatiste? Laurent Chalard.
Tout à fait, je suis pleinement d'accord avec l'intervenant. Il faut avoir un marché qui est encadré. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez pas avoir d'un côté soit une logique totalement dirigiste et qui va obérer les perspectives de développement entrepreneurial, et de l'autre côté un marché sans foi ni loi, où c'est la loi de la jungle. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que dans les années 80, on a quand même eu l'impression qu'on est passé d'un seul coup, très rapidement en quelques années, d'un modèle à un autre. J'ai envie de dire, l'exemple type, c'est Bernard Tapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites la promotion de Bernard Tapie dans les années 80, vous faites la promotion de la loi de la jungle. Oui, mais le problème, il est pas là. C'est qu'on a vu quand même que des gens, par exemple, on aurait pu sauver, il parlait de la lavande dans le Vaucluse, mais aussi par exemple Rhodiaceta et autres. C'est vrai que là aussi, peut-être que des gens, parce qu'il faut un marché aussi, c'est bien, mais il faut le carnet de commandes. Il faut quand même. Et est-ce que des gens qui savent ce que c'est que l'entreprise, et l'entreprise par essence, c'est aussi le marché, hein, c'est pas, enfin, je parle de l'entreprise privée, mais même, donc voilà, pourquoi on n'a pas réussi à maintenir l'équilibre, vous voyez ? Mais là, c'est le problème de l'écosystème français, l'écosystème dirigeant économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des dirigeants qui connaissent pas grand-chose à l'entreprise, il était évident qu'on n'allait pas avoir une bonne gestion du territoire. Donc, on revient un peu toujours au même problème, hein. C'est vraiment un problème des dirigeants, des hauts fonctionnaires. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs que la plupart des grandes entreprises françaises, quand elles ont été privatisées, ont eu pour dirigeants d'anciens énarques qui ont basculé dans le secteur privé. Donc je peux vous assurer que quand vous êtes un énarque, un haut fonctionnaire, et que vous basculez dans le privé, vous vous transformez pas du jour au lendemain en entrepreneur. Il faut pas rêver. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre eux qui les ont menés à la ruine, leurs entreprises, voire qui ont conduit à leur rachat par des pays étrangers. Donc, mais c'est parce que justement, et c'est ça ce qu'une certaine gauche n'a pas compris, elle vitupère le capitalisme, mais le pire des capitalismes, c'est le capitalisme de marché encore, il se défend, le capitalisme de connivence. Et nous avons un capitalisme de connivence, c'est-à-dire on met les copains, les camarades de promotion, etc. Et comme vous le dites, tout à fait, Laurent Chalard, ce ne sont pas eux qui sont les meilleurs pour les conquêtes de marché et autres. Autre auditeur, Jean-Marie. Oui, allez-y. Oui, Frédéric nous... Ah oui, pardon. Vas-y. Alors, Frédéric nous appelle de Bordeaux, 0826 300 300. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Marie, bonjour André. Bon, je vais essayer de refaire repartir le tourisme un petit peu, puisque vous avez parlé de l'église Saint-Jacques à Bordeaux. À Bordeaux, tout à l'heure. Voilà, donc une vieille église qui a été transformée en parking, mais bon, ça vous a un peu scandalisé. Alors moi, je suis un Bordelais pur fruit, pur sucre. J'habitais dans le quartier Saint-Pierre quand j'étais gamin. Je suis né en 58. Et donc, juste à côté de l'église Saint-Pierre, qui, pour la petite histoire, est sur un ancien port gallo-romain avec la petite rivière La Devise qui passe sous les rues et qui va se jeter dans la Garonne. Donc, il y a la place Camille Julien, pas loin. Et sur cette place, il y avait également il y a toujours une ancienne vieille église qui était, quand j'étais gamin, donc dans les années 60 et que je passais par là tous les jours, était transformée en garage également. Entre-temps, là, depuis je sais pas, depuis une vingtaine d'années peut-être, elle a été retransformée en cinéma, qui s'appelle l'Utopia. Un cinéma qui fait passer des films d'art et d'essai, des films des films un petit peu bobos, etc. Mais et comme le quartier Saint-Pierre a été complètement rénové, c'est une très jolie place, c'est un bel endroit, c'est sympa. Et il y a même une vieille sur la place Camille Julien en face du cinéma, il y a même une vieille stèle de style un peu gréco-romain, où il y a une ardoise sur laquelle est dessiné le plan du quartier à l'époque gallo-romaine, où on voit donc le trajet de la rivière, l'emplacement des gars. Voilà pour la petite histoire. Alors, je me rappelle plus le nom de cette église, parce qu'elle avait un nom, mais je m'en rappelle plus. Donc, s'il y a des Bordelais qui m'écoutent, ils vont être furax, parce que je m'en rappelle pas, mais... C'est pas grave, vous l'avez mentionné, c'est l'essentiel. Voilà, et c'est un bel endroit, il y a pas mal c'est une place arborée maintenant, il y a pas mal de restos, de bars qui sont installés dessus, c'est un endroit sympa. Voilà. Alors pour y habiter, c'est beaucoup moins sympa. C'est beaucoup moins sympa parce que là,
pour se garer, etc., c'est très compliqué. Ah ben ça c'est toujours le côté de la médaille, hein, le mauvais côté de la médaille. Mais en tout cas, c'est bien de nous rappeler effectivement qu'il y a des endroits sublimes. Et le fait qu'on va aller en vacances en France, eh ben profitez-en, allez à Bordeaux, baladez-vous. C'est vrai que c'est une ville superbe, il y a des quartiers magnifiques et voilà, prenez le temps cet été de redécouvrir la France parce que beaucoup l'oublient et ce serait dommage. Merci. Un autre Merci à auditeur. vous Frédéric. 0826 300 300. Jean-Paul nous appelle de Draguignan sur Sud Radio. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Oui, Jean-Paul. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, écoutez, je voulais revenir un petit peu sur le discours d'Emmanuel Macron, là, qui cherchait à se draper à nouveau dans le costume du général de Gaulle. Je voulais simplement dire que il y arrive un moment où je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Mais, comment dirais-je, j'ai trouvé ça assez lamentable. Surtout quand on connaît le mépris qu'il a eu depuis qu'il est président de la République envers les Français, notamment les plus pauvres, ou les plus simples, les plus humbles, on va dire, dont je fais partie. Et vouloir se revendiquer de l'esprit français alors qu'il ne le représente en rien, c'est à croire qu'il ne sait pas ce qu'est l'esprit français. Voilà. Quand on prend ses ordres, et pas que lui, à Bruxelles, et qu'on est un simple représentant de la Commission européenne, on ne peut plus, comment dirais-je dire, qu'on a l'esprit français. Voilà. Ils ont été, même le Premier ministre ne pourrait pas se revendiquer de cela. D'ailleurs, je pense que les hommes politiques actuels, même les présidents précédents Macron, devraient faire preuve d'un peu plus d'humilité en rapport du général de Gaulle. Voilà. Parce que de tout ce que j'ai vu après lui, j'en ai pas vu un qui lui arrivait à la cheville, sincèrement. Voilà. Même s'il y en a eu de bien, de mieux que celui qu'on a actuellement, à mon avis, j'en ai pas vu qui était de la trempe de cet homme. Voilà. Donc, vous savez, c'est un homme de l'histoire, c'est-à-dire c'est un historique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes de cette trempe historique capables, d'ailleurs 2 fois en 40 et en 58, de faire ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est très spécial. Et à la comparaison, c'est difficile, hein, Jean-Paul, la comparaison. Hein. Exactement. Elle est difficile. Et c'est d'autant plus pour cela qu'il ne faut pas chercher à, comment dirais-je, à endosser son costume parce qu'il est toujours trop grand de toute façon. Voilà. Et surtout pour quelqu'un comme lui, comment dirais-je, il y a une grosse majorité maintenant de Français, je le pense, qui n'ont plus aucune confiance, qui n'ont plus aucun désir de voir cet homme gouverner et diriger le pays. Voilà. Il faut qu'il en ait conscience, quand même. Voilà. Oui, alors ça, évidemment, vous savez, on va vous opposer la légalité, on va dire oui, mais il a été élu pour 5 ans, il est élu pour 5 ans, et il faut attendre les nouvelles élections, sauf ce que personne ne peut souhaiter, effectivement, à des chocs et des violences qui, honnêtement, n'est pas souhaitable. Maintenant, effectivement, ça n'empêche pas de dire, de parler et de s'organiser, et au niveau de son quartier, je le dis toujours, de sa ville, etc., de faire ce qu'il y a à faire. Croire qu'on est impuissant complètement est une erreur tragique. Chacun peut faire, évidemment, à sa mesure, hein, il ne s'agit pas de rêver, peut faire quelque chose, mais voilà, mais vous avez raison, il y a un vrai problème, et c'est pour ça que je dis arrêtez de commémorer du matin au soir et du soir au matin, et arrêtez de ne pas choisir votre propre costume. Merci Jean-Paul. Et continuez à nous appeler au 0826 300 300. On est toujours en direct jusqu'à 14h. On attend vos témoignages sur Sud Radio et on est toujours en direct avec notre invité Laurent Chalard qui est géographe au Centre européen des affaires internationales. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Midi 14h, André Bercoff. Carrefour. Vos hypermarchés Carrefour continuent de se mobiliser pour votre budget et votre sécurité. Faites vos courses en une seule fois au même endroit et profitez des bonnes affaires dans tous nos rayons. Par exemple, avec 50% de remise immédiate, le casque sans fil JBL est à seulement 29,99 €. Vous avez jusqu'au 7 juin pour en profiter dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Ensemble, restons mobilisés. Carrefour. Quantité limitée à 4000 pièces, garantie 2 ans, référence T560BT, détail produits et magasins participants sur carrefour.fr. Vous êtes membre d'une association de seniors? Savez-vous que celle-ci peut vous faire bénéficier d'une mutuelle très intéressante? Mutuelle du Soleil propose aux associations de seniors des garanties santé qui vous sont parfaitement adaptées. Tarifs préférentiels, remboursement haut de gamme, tiers payant, gestion locale, le tout sans questionnaire médical ni délai de stage. Votre association n'a pas encore adhéré à Mutuelle du Soleil? Parlez-en. Mutuelle du Soleil se déplace pour une étude personnalisée. Plus d'infos sur mutuelledusoleil.fr. Contrat adhésion facultative réservé aux adhérents des associations de seniors. Sud Radio. Dans le Lot. À Puy-l'Évêque. Sur 96 FM. Les t-shirts pour toute la famille en coton bio. Présent. Les robes d'été. Présente. Les pantalons en lin. Présent. Bienvenue chez CA. Nous sommes tous là pour vous accueillir dès aujourd'hui avec une offre exceptionnelle. Jusqu'à moins 70% sur une large sélection d'articles, y compris la mode durable. Moins 70%? Welcome back chez CA. Pour votre protection et celle de nos employés, le port du masque est obligatoire et des mesures sanitaires sont appliquées dans tous nos magasins. Offre valable jusqu'au 23 juin, conditions magasin. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Dans tous nos états, bien sûr, avec ce qui se passe. Vous avez vu, Laurent Chalard, et on a ça, je vous le dis, très souvent, pratiquement quotidiennement sur Sud Radio, dans mon émission. Nous avons des gens qui disent leur ras-le-bol, leur rejet, etc. Et de façon très exprimée, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Alors, pose pas des questions aux géographes, mais je pose question aussi aux citoyens et à quelqu'un qui sait. Est-ce que ce sentiment, si vous voulez, de méfiance, d'incommunicabilité, presque de surdité, est-ce que c'est quelque chose qui, comme vous le sentez, est assez répandu, ou c'est simplement les gens qui en ont vraiment marre, qui s'expriment évidemment plus que d'autres, à votre avis? Je pense qu'on est quand même, faut penser aux caractéristiques de notre peuple. Nous, Français, on a une mentalité, on a un esprit critique. On a un esprit critique très développé. Et en fait, notre esprit critique très développé, il conduit au fait d'être à l'heure. Souvent, on reproche aux Français d'être à l'heure. Mais il est à l'heure parce qu'il a un esprit critique. Donc, ça peut être à la fois positif, dans le sens que on montre ce qui va pas et on aimerait que les choses aillent mieux, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs dans le sens qu'il est difficile de trouver des gens qui sont contents. Donc dès que vous faites quelque chose, mécaniquement vous avez des levées de boucliers parce que vous savez que forcément il y aura des gens qui seront pas contents parce que vous allez faire. Et ça, c'est vrai que c'est une mentalité très française, mais d'après moi, on peut pas la changer. Genre, on est comme ça. C'est ce qui fait qu'on est français. Comme les Allemands, eux, ils sont pas comme nous. Eux, ils sont beaucoup plus dans la négociation. Ils s'entendent. Ils sont dans le consensus. Les Allemands, c'est le consensus. Bon, en France, c'est beaucoup plus le conflit. Mais c'est comme ça. C'est notre mentalité. Oui, absolument. Et puis la discipline aussi chez les Allemands. Bon, on l'a toujours dit. C'est un cliché, mais enfin, elle existe. Mais ça joue aussi, ne serait-ce que vous voyez dans la qualité de la production, de la production industrielle. C'est vrai que en Allemagne, vous avez l'idée qu'il faut que le travail soit bien fait, c'est très ancré. Tandis qu'en France, il y a un peu une mentalité fonctionnaire. Les fonctionnaires vont m'en vouloir, mais tous les fonctionnaires sont pas comme ça. Mais c'est vrai que la mentalité des fonctionnaires, c'est que de toute façon, à la fin du mois, la paye est la même, que le travail soit bien fait ou mal fait. Ça, c'est un peu la mentalité française. Oui, c'est gaulois réfractaire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Jean-Marie, un auditeur. 0826 300 300, pardon, l'Aveyron, on retrouve Paul sur Sud Radio. Oui, bonjour Paul. Et bonjour André, comment allez-vous? Bien, écoutez, on survit. Oui, on vous entend Paul, on vous entend. Bien. Bon, alors moi je vais me placer sur un plan politique. Il faut regarder les choses droit dans les yeux. Vous savez André Berkoff, je suis certainement un peu plus vieux que vous. Je viens de fêter, je vais le dire tout à fait, je viens de fêter 70 ans. Et je suis encore en activité, s'il vous plaît. Voilà. Bravo. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans la politique française, c'est-à-dire dans la Macronie, dans tout ce qui est en marche, ces deux franges politiques de droite et de gauche qui se sont retrouvées, c'est la frange pétainiste de droite et la frange pétainiste de gauche. C'est les petits-enfants de Pétain. Oui, c'est les petits-enfants de Pétain
allié aux enfants de François Mitterrand, notre grand président socialiste, décoré de la Francisque. On a oublié tout ça. C'est de l'histoire. C'est du réel. Faut pas oublier qu'un certain député s'est fait taper sur les doigts quand il a voulu le dire en 81. C'est celui qui est président aujourd'hui, j'ai perdu son nom, pas des droits de l'homme, bref. Voilà. Donc, c'est cette frange-là. C'est pour ça que vous parlez de bruit de bottes. Mais c'est tout à fait ça. Ce sont des nazillons, mais dans lesquels, malheureusement, il y a quand même pas mal de journalistes, tel Legendre, tel Guetta, tel tous ces gens-là. Ouais, mais vous n'allez pas un peu loin. Non, mais je sais, non, mais attendez, mais vous n'allez pas un peu loin en les traitant de nazillons quand même. On peut pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, si, on peut le dire. En colère. Mais quand vous dites, attendez. Oui. Non, mais je le vois. Mais écoutez, vous avez tout à fait, vous savez, ici, la parole est libre et la parole doit rester libre. Sinon, c'est pas la peine de continuer. Mais la question que je voudrais vous poser quand même, quand vous dites, OK, pétainiste, etc., mais est-ce que l'histoire, elle n'est pas la même? C'est-à-dire, on n'est pas en 1940. On n'est pas, c'est-à-dire, bien sûr qu'on peut toujours dire des choses, mais est-ce que en 2020, par rapport à la situation de 1940, est-ce qu'on est vraiment dans cette situation Vichy ou pas Vichy? Ou alors, est-ce que vous voulez dire, j'essaye de comprendre ça, est-ce que vous voulez dire qu'on va vers un régime autoritaire qui risque de nous embêter comme nous ont embêté d'autres régimes autoritaires? Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez dire? Oui, M. Berkoff, je vais faire un parallèle qui va peut-être vous surprendre. En 1940, Pétain s'est attaqué aux Juifs. Oui. En 2020, moi je dis qu'on s'est attaqué aux vieux. On a voulu tuer l'âme de la France. Vous entendez? Ça a été dirigé, ça a été voulu, ça a été... Tout le monde de grands savants qu'on oblige de fermer leur gueule en parlant poliment, tel Montagnier, qui a parlé sur vous la semaine dernière sur Sud Radio. On l'a reçu, absolument. Oui, vous l'avez reçu, et ce grand professeur, il a dit, ce virus, il a été fait par les hommes. Donc ça a été voulu. On a fait des choses. Et je suis très en colère, puisque c'est pas les Juifs qu'on a attaqué aujourd'hui. C'est l'âme française, c'est les vieux, c'est la souche qu'on a voulu éliminer. Mais pas que en France, partout. Sauf qu'ils se sont trompés, et ça a été partout. Et moi, je pense tel que c'est une honte, et c'est un scandale. Et notre président, il ferait mieux de se taire et de se coucher. Puisque c'est un gamin. C'est un gamin. Le sketch de Guérin l'autre jour, quand il disait il y a 30 ans j'étais et lui il avait que 11 ans. Mais il avait raison, Laurent. C'est la folie de voir. Mais quelle prétention qu'il a eu, ce type-là. Il a la morve qui lui sort du nez et il ose vouloir commander tout le monde. Eh oui, je suis très en colère. Et je peux vous dire que si tous les gens étaient comme moi, tous les gens étaient comme moi, Berkoff, ça ne se passerait pas de la même façon. Oui, il faudra que quelque chose bouge, il faudra aller chercher et ces politiques et cette haute administration au bout de la fourche si c'est nécessaire, mais il faudra les sortir de là. Et oui, les accents du 14 juillet 1789 revient au bout d'une pique. Non, mais écoutez, votre colère, je l'entends, on l'entend d'ailleurs, et encore une fois, c'est vrai que vous n'êtes pas le seul, mais c'est vrai que ça s'exprime très fortement, Laurent Chalard. Je ne veux pas revenir à la même question, mais il y a quand même en France, à un moment donné, cette espèce de tradition de dire, et c'est vrai, eh ben si ça ne va pas, on renverse, si ça ne va pas, on change. Alors je ne dis pas que ça va se passer comme ça, ni encore que je le souhaite, mais simplement, il y a cette tradition, je ne dirais pas du régicide, mais de dire, écoutez, ça va comme ça, quoi. On peut pas continuer comme ça. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, j'ai quand même des décennies de journalisme, j'ai rarement senti, encore une fois, sans en faire une apocalypse, j'ai rarement senti un mécontentement et un ras-le-bol exprimé comme ça et qui est très fort et très, très, très virulent, quoi. On vraiment on le sent. Non, mais je pense que ce ras-le-bol, il est déjà là depuis plusieurs années. Il a tendance à monter. Et c'est vrai que le mépris... Mais il monte. Ce n'est plus seulement le français râleur, je veux dire, et réfractaire. Oui, mais... C'est plus seulement là.
vous avez raison, mais je pense que c'est aussi lié au mépris qu'a affiché à un moment une partie de l'élite actuelle. Ça veut dire que quand vous dites que les ouvrières sont des analphabètes pendant une campagne électorale, bon, c'est sûr que vous allez vous mettre à dos toute la population qui est d'ouvriers, d'employés. On appelle ça maintenant, vous avez vu, les personnes clés, les travailleurs clés. Mais c'est normal, c'est-à-dire que au mépris, quand vous êtes méprisant avec quelqu'un, qu'est-ce qui va ressortir? C'est la violence. C'est-à-dire qu'au mépris, les gens répondent par la violence. Donc c'est un peu ça le danger. C'est-à-dire que plus les dirigeants sont méprisants et plus ils continuent dans leur attitude méprisante et aussi infantilisante, parce qu'on l'a vu, la gestion de la crise, c'est quand même extrêmement infantilisant. On prend vraiment les citoyens pour des demeurés, excusez-moi si je parle ainsi. Bon, bah, effectivement, en face, vous avez des gens qui peuvent être tentés de plus en plus par des réactions violentes, d'autant plus si la situation sociale venait à se détériorer. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, moi, je considère que c'est un avertissement au gouvernement. Et c'est un avertissement, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui est en train de décrocher économiquement et socialement. Pour l'instant, cette partie de la population qui décroche, elle est minoritaire. Donc elle n'est pas en posture de faire la révolution, si vous voulez. On l'a bien vu d'ailleurs, puisque la majorité des gens n'ont pas suivi après les personnes les plus révolutionnaires du mouvement. Mais c'est un avertissement, c'est-à-dire que si on continue pendant les prochaines années ou décennies à voir ces inégalités se renforcer, et surtout si par malheur il y avait une part beaucoup plus importante de la population qui bascule dans la pauvreté, ce qui peut être malheureusement le cas avec cette crise du coronavirus, parce qu'on n'a pas encore vraiment vu la crise économique. Pour l'instant, on a juste vu la crise sanitaire, mais la crise économique... Oui, absolument. On sait qu'elle arrive. On sait qu'elle arrive. Elle arrive. Bon, bah, plus vous avez des gens qui n'ont rien à perdre, plus effectivement les gens peuvent être tentés par la violence. Donc c'est vraiment une question de pourcentage à l'arrivée. Vous avez toujours des gens mécontents, vous aurez toujours des gens mécontents, mais si vous avez 5% de gens mécontents, votre gouvernement il tient malgré tout. Si vous en avez 40%, là effectivement ça devient plus problématique. Bien sûr. Non, mais c'est ça qu'on est en train d'arriver. Je vous dis, moi, je suis très, très frappé encore à notre niveau, si vous voulez, de haut-parleur au sens littéral du terme. On est très frappé par une certaine, déjà, violence verbale et forte et une certaine montée des tensions. D'ailleurs, elle n'est pas que verbale, on le voit dans certains quartiers, on le voit dans certaines villes. Il y a quelque chose qui monte et voilà, bon, on va pas aller plus loin et on va pas faire des plans sur la comète, même de mauvais plans, mais c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant et merci d'être là pour l'éclairer et pour le décrypter, c'est notre rôle aussi. À tout de suite. Et vous continuez à nous appeler. Et nous continuons à explorer la France, les commémorations, le coronavirus et tout le reste et tout ce qui vous intéresse sur Sud Radio. À nous, à vous, on vous écoute. Et je rappelle qu'on est toujours avec notre invité Laurent Chalard, qui est géographe au Centre européen des affaires internationales. 0826 300 300, direction l'Hérault, je le disais. On retrouve Pierre sur Sud Radio. Oui, bonjour Pierre. Bonjour, oui, bonjour André. J'aime bien le ton de votre radio, je vous aime beaucoup vous. J'aime bien aussi Patrick Roger le matin. Je trouve qu'il a des questions très pertinentes et il se démonte pas du tout, comme vous d'ailleurs. Et il est dans le bon ton de la radio, j'adore ça aussi, et je vous aime beaucoup aussi. Alors, oui, votre interlocuteur, moi je vais parler de la haute fonction publique. On a une fabrique de fonctionnaires, c'est vraiment une fabrique comme des machines, vous savez. Quand on fabrique une machine, quand elle ne marche pas bien, on donne des coups de pied dedans, nos hauts fonctionnaires, comme ils sont mal fabriqués, il faut les secouer pour que ça fonctionne. Ça marche comme ça. Mais par rapport à l'Allemagne, effectivement, l'Allemagne il fonctionne comme nous on fonctionnait avant. C'est-à-dire que avant, dans les usines, à Usinor, dans les grands bureaux, les cadres administratifs, c'était des anciens ingénieurs à 50 ans, parce qu'ils étaient accidentés, parce qu'ils ne suivaient plus la technologie, ils basculaient, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être formé pour faire de l'administration. Il basculait, vous voulez dire, vers l'entreprise, etc., c'est ça? Oui, à l'intérieur de l'entreprise, dans les grands bureaux, vous n'avez pas de cadre administratif qui sortait d'école administrative. Ça n'existait pas et ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas besoin d'école administrative. Les proviseurs, quand j'étais gamin, c'était des anciens profs qui, à 50 ans, ne pouvaient plus enseigner pour diverses raisons. Et à ce moment-là,
un petit stage de quelques mois de comptabilité et vous arrivez là. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils fabriquent, ils éduquent des ingénieurs dans la chimie, la mécanique, etc. Puis au bout d'un moment, ces ingénieurs, ils ont un métier. Et de ce métier-là, après, ils font de l'administratif, mais en ayant acquis un métier. Vous voyez la différence? Alors que nous, on n'a que des administratifs qui sont formés de je sais pas quoi, qui n'ont jamais eu contact avec le monde réel. Vous voyez, c'est ça le truc. Oui, c'est qu'ils n'ont pas d'autre métier que l'administration. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai travaillé dans les DRAS et dans les ARS. Vous voyez, dans les ARS, il n'y a aucun comptable. Il n'y a même pas de Autorité régionale de santé. Mais dites-moi alors justement, qu'est-ce qu'ils font ces ARS? Alors expliquez-moi un peu. Parce qu'on parle beaucoup des ARS. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais alors, évidemment, eux, ils admettent. Alors, vous voyez, quand on a créé des ARS, par rapport à ce qu'il y a, la première chose qu'on a fait, on a mis une cellule juridique. D'accord. Moi, j'étais à Montpellier, on a mis 4 personnes juridiques. Parce qu'avant, c'était nous, les fonctionnaires, qui gérons quand on avait un problème avec les pharmacies, on gérait soi-même le problème. On essayait, avec les hôpitaux, on essayait d'arranger les choses. C'était la personne qui faisait la comptabilité de l'hôpital qui gérait après le contentieux. On s'arrangeait toujours pour qu'il n'y ait pas de contentieux de bonne entente, vous voyez. Tandis que maintenant, on a mis ça avec des avocats, si vous voulez, à l'intérieur de l'ARS. Pourquoi? Pour se protéger, justement, pour se protéger des directives libérales qui arrivent dans l'ARS et pour flanquer ça aux hôpitaux, si vous voulez, pour les cadrer complètement, alors qu'il n'y a plus de négociation possible. Avant, on négociait, si vous voulez. Maintenant, il n'y a plus de négociation et le directeur de l'ARS, c'est une personne qui a rang de préfet de région. Vous voyez? C'est le nouveau préfet, quoi. C'est le préfet, oui. Le second préfet, quoi. Alors, c'est même pas le second, parce que c'est le préfet pour tout ce qui est hospitalier. Et qui a ses directives directement, et ça devient très policier. Moi, je l'ai vu entre les années 80 et quand je suis parti il y a quelques années, et on devient très dur. Vous voyez? Très dur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en plus, il n'y a pas de gens qui ont vraiment... On fait de la comptabilité administrative, et non pas de la comptabilité comptable, si vous voulez. Donc, il y a un différent, là, vous voyez, parce qu'on dit aux gens, l'enveloppe, elle est comme ça, vous ne la dépassez pas, on ne veut pas savoir si c'est... Avant, on faisait des analyses, on n'en fait plus. Vous voyez? On ne considère pas les besoins des hôpitaux ou de tel hôpital. On dit, voilà l'enveloppe, voilà, débrouillez-vous, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Et avant, dans les hôpitaux, le comité des médecins avait son importance. Et maintenant, il aura des accessoires, maintenant. Même dans les hôpitaux, on a mis des cadres et des cadres hospitaliers. Il y a des cadres partout. Alors, c'est que ça m'avait fasciné. Je vous dis une chose, et vous dites, corrigez-moi si je me trompe, c'est que dans les hôpitaux, 34% des effectifs n'ont aucune activité médicale ou paramédicale. Aucune. Exactement. C'est que de l'administration. Ça fait beaucoup, exactement. Ça, 34%. Exactement, et en plus on a eu l'informatique. Alors moi quand j'ai vu arriver l'informatique, parce que moi j'ai fait de la comptabilité à la règle au crayon, et quand on a vu arriver l'informatique, on s'est dit oh la vache, on va perdre plein de personnel, que ça va... Et non, on a augmenté le nombre de personnels, et qu'est-ce qu'ils font? Alors avant on pouvait aller d'un bureau... Alors, je vous explique, dans les ARS, avant dans les DAS, on pouvait aller voir nos collègues dans les bureaux d'à côté, discuter, ton hôpital il est comment? Et dans les ARS, vous êtes dans votre bureau, interdiction d'aller dans l'étage du dessous. Vous voyez, on peut plus aller, on peut plus voyager, on peut plus... Vous voyez, manque de liberté, ça se sent simplement au niveau spatial. Déjà, vous voyez déjà, alors qu'avant, on allait discuter, on prenait un café, on s'asseyait, mais c'est quoi ton problème que tu as dans l'hôpital? Moi, j'ai ce problème-là, est-ce que toi, tu l'as, machin, et dans ta région. Vous voyez, on avait des discussions, et tout à fait, et que l'encadrement trouvait ça tout à fait... Aujourd'hui, interdiction de discuter. C'est ça, on peut plus aller voir... Alors, les syndicats, complètement nuls, les syndicats s'occupent que de l'avancement, on ne s'occupe pas du tout de savoir comment ça fonctionne, le système. Alors que les Allemands, les syndicats sont... Au niveau du patronat, ils sont à la tête de l'entreprise. Si vous voulez, dans les conseils d'administration, les syndicats y sont. Et ils regardent surtout. En France, les syndicats, c'est accessoire. Donc, vous voyez, merci de votre... il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci de votre description des ARS. C'était très clair et vraiment très, très, très informatif. Merci. Un autre auditeur, Jean-Marie? Oui, Axel nous appelle de Perpignan sur Sud Radio.
Bonjour Axel. Oui, bonjour. Je me permets de vous contacter donc pour parler un peu de ce que vous aviez parlé ce matin, plus aux alentours de midi concernant la loi Avia. C'est vrai que c'est une loi qui a été votée, donc si mes souvenirs sont bons, au 1er avril 2020. Oui, pas tout à fait, mais à peu près, oui. Ouais, je dis ça par rapport au poisson d'avril, quoi. Ouais, ben justement, vous faites bien de le dire comme un poisson d'avril, effectivement, parce que pour moi, c'est un très gros poisson d'avril. Je pense que c'est une loi qui a été préparée déjà bien en amont et qui corrobore avec plusieurs autres lois qui ont été mises en place, malheureusement, sur l'abolition un peu de nos libertés et sur Internet, et qui sont en train, on se rend compte maintenant, de se répercuter dans nos vies. Ouais. Et c'est ce que vous sentez. Vous sentez ça? Vous sentez une diminution de la liberté, y compris dans les réseaux sociaux, etc., etc. Ouais. Ben moi, je pense même plutôt qu'on essaye de passer par les réseaux sociaux pour abolir nos libertés. Aujourd'hui, on se retrouve avec une cyberpolice qui sait à peu près assez rapidement combien il peut y avoir de personnes regroupées dans une ville. On a vu un peu le cas sur Toulouse la semaine dernière pour le déconfinement, un peu sur Montpellier avec des violences policières plus ou moins aggravées. Je pense que oui, effectivement, moi, mon ressenti, c'est qu'on est en train de faire de notre réseau social et de nos, on va dire, de nos lobbies quotidiens, de quelque chose de contrôle. Ouais, d'accord. D'accord. Mais écoutez, de toute façon, il y a des gens qui s'opposent. Vous voyez, regardez, les Républicains vont saisir le Conseil constitutionnel. On espère, en tout cas, moi, je crois qu'effectivement, il faut limiter tout ça. Ce côté, parce que quand on commence sur ce terrain, on ne sait pas où on va. Et il faut absolument se battre pour ne pas tomber sous le coup de n'importe quelle loi avec n'importe quel juge sur toutes les plateformes. Si on dit c'est aux GAFA qui vont décider de ce qu'on va dire ou pas, c'est quand même assez grave. Merci. Laurent Chalard, juste un mot par rapport à ce que vous avez entendu. Je parle de notre auditeur précédent. Il a décrit, vous voyez, encore cette fonctionnalisation, cette description tout à fait, on l'avait eu déjà des ARS, des autorités régionales de santé. C'est quand même cette fonctionnalisation, cette espèce de, je ne sais pas, moi, de comment dire, aller de coronavirus administratif, j'ose le dire, mais c'est incroyable, quoi. Ça s'est répandu de manière, mais hallucinante. Le problème, c'est pas tant la fonctionnalisation que la formation des fonctionnaires. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas que ce soit un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a un statut administratif de fonctionnaire qui dirige d'accord. Sous réserve qu'il ait une formation de médecin. Vous voyez? C'est ça. Or, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il a une formation littéraire et connaît strictement rien à la médecine. Et ça, c'est le grand problème de la France. Et là, au niveau des ARS, j'en avais déjà entendu parler, hein, mais ça illustre totalement mon propos. C'est-à-dire que là, on a des gens qui dirigent finalement le secteur de la santé en France, mais qui ne connaissent strictement rien à la santé, qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas de formation ou pharmaciens, mais au moins qu'ils aient une formation dans ce domaine. C'est totalement ahurissant. Et quand vous allez à l'étranger, les Allemands, par exemple, vous savez que les Allemands prennent les élites dirigeantes françaises de haut, il faut le savoir, hein. Elles les prennent de haut parce qu'elles considèrent qu'ils sont spécialistes en rien et que c'est des gens qui ont passé un concours à 25 ans et qui n'ont plus jamais travaillé de leur vie ensuite. Voilà. Ils nous prennent de haut. Mais en fait, c'est pas les Français, c'est pas le peuple français qui est comme ça. Non, c'est juste que c'est le système de formation de ces élites qui est problématique. Voilà. Et qui doit être absolument et profondément changé. Merci Laurent Chalard et merci à vous tous d'avoir exprimé ce que vous aviez à dire et merci encore. Et merci à notre invité Laurent Chalard qui est géographe au Centre européen des affaires internationales. Merci André Berkoff. On vous retrouve demain en direct à midi, de midi à 14h en direct sur Sud Radio. Bon pied, bon oeil. Comme toujours, confinement ou pas, à la suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio. Et bien juste après les informations, vous retrouverez Brigitte Lay et Sud Radio. Portez-vous bien. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 14h.